Bonsoir. 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 Ça va? Ça va très bien. Il fait chaud. Il Bonsoir. fait trop chaud. Très, très chaud. Très chaud. Alors, ¿se me escucha bien? Oui. Génial. Merci. Voilà. Pendant qu'on attend que tout le monde se connecte, si vous avez des questions ou des retours sur ce qu'on a déjà vu, si tienen alguna pregunta con lo que ya hicimos todo ese mes, me pueden preguntar ahora. Si no, empezamos en un minutito. Que hoy vamos a terminar entonces la última parte que nos quedaba a ver, el extrême sur, le sud de cette région qui est déjà au sud. Donc, on va voir un peu ce qu'il y a dans les Pyrénées français. Bueno, empezamos entonces por esa última parte sobre la Nouvelle-Aquitaine, en français. Voilà. Donc, je resitue s'il y a des nouveaux. Nous sommes toujours sur ces trois parties ici qui forment la Nouvelle-Aquitaine, une très grande région. On a donc divisé en quatre, en vérité, pour pouvoir la mettre dans 4 sessions. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qui nous reste à voir, c'est-à-dire le sud de l'Aquitaine. Donc pour ça, on va voir 3 départements spécifiquement aujourd'hui. Ce seront donc ici les Landes. Malheureusement, il n'y a pas les noms. Ici, le Lot et Garonne. Donc comme je vous expliquais, ce sont des départements qui ont leur nom dû au fait que 2 rivières les traversent et s'appellent Lot et Garonne. Voilà précisément. Et enfin, les Pyrénées-Atlantiques. Juste parce que là, donc tout au sud, ce sont les Pyrénées et ensuite l'Espagne. Donc c'est une partie très très belle et très riche parce qu'on a énormément de forêts, on a la montagne, on a des rivières et en plus on a l'océan Atlantique. Donc c'est une région en général que les surfeurs connaissent très bien. Voilà. Donc on va aussi rencontrer dans cette région une partie du Pays Basque, le País Vasco. Et je pense, nous allons voir pourquoi, mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le Pays Basque. Donc, on voit ici le Pays Basque qui s'étend beaucoup en Espagne, mais qui a aussi une partie en France. Donc, et au nord, là, ce que l'on voit, donc c'est l'océan Atlantique et cette partie précisément s'appelle le golfe de Gascogne. Voilà. Donc, de fait, sur ce territoire, on parle français, mais on parle aussi le basque et on parle aussi l'occitan. Voilà. Donc, pour commencer, on va voir un peu cette culture basque, cette petite région basque que vous devez bien connaître. Donc, le basque a aussi sa langue. Le Pays basque, en basque, c'est Euskal Herria. Alors, no voy a hablar mucho en basco parce que c'est une langue à la réputation très difficile, encore plus que le français parce que ce n'est pas une langue indo-européenne. Todavía siguen buscando de dónde viene este idioma porque tiene raíz muy particular, por lo que la hablan deben saber. Voilà, así podríamos decir que es más difícil que el francés. Donc, il y a des villes assez importantes, des grandes villes au Pays Basque, ce serait donc Biarritz, Saint-Jean-de-Luz et Bayonne. Seulement pour la partie française, évidemment. Voilà, la culture est très revendiquée dans le Pays Basque. On garde la langue basque, évidemment, il y a presque 30% de la population qui parle basque. On a aussi donc
un vêtement traditionnel, un couvre-chef, un tocado traditionnel. Vous avez déjà dû le voir. Et les fêtes sont bien entendu toujours pratiquées et attirent énormément de touristes chaque année. Las ferias. Même en français, on va parler des ferias de Bayonne. Voilà. On a toujours beaucoup de gens qui arrivent. Et donc, les Basques sont quand même très connus parce que je ne sais pas si vous savez, mais on retrouve des Basques dans le monde entier. Ils ont émigré. Donc, on retrouve cette population en Idaho, par exemple, ou au Nevada, aux États-Unis, au Chili, en Uruguay, mais là où ils ont le plus émigré, c'est donc en Argentine. Alors, je ne savais pas non plus, hein, mais presque 10% de la population argentine est d'origine basque aujourd'hui. Et on peut le voir dans l'origine des noms de famille, par exemple. Au Chili, c'est pareil. En Chile queda igual los apellidos y la gente viene del País Vasco también. Les noms de famille sont d'origine basque. De là, on le revoit. On a même dans le nord de l'Amérique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, une petite île française, eh bien, ici, on a encore une population basque et donc on a une fois par an une fête basque. En Estados Unidos también encontramos lugares donde conviven descendientes de vascos y hacen anualmente las fiestas tradicionales, las ferias basques. Voilà. C'est une population très importante. Et donc, pour voir un peu, pour que vous découvriez, je vous propose de voir quelques images de ce Pays basque, de voir un peu donc, ces villes importantes et aussi sa campagne. Si ahora vamos a mirar algunas imágenes de un video sobre esa parte específicamente y luego veremos lo que es.
Donc, on a pu voir un peu ce qu'on disait. Donc, le Pays Basque, c'est un peu à part. Donc, on revient sur mon écran. On dit que la culture est revendiquée. On parle basque, on revendique aussi une gastronomie particulière. On revendique aussi donc, cette architecture qui est assez différente. Et on protège aussi la langue, évidemment. Voilà. Donc, oups, pardon, excusez-moi. Donc, je vais vous montrer ici quelques petits villages que je vous recommanderais de visiter. Des villages en plus de ceux qui ont été montrés dans la vidéo, qui sont bien évidemment les plus connus. Voilà, donc Saint-Étienne de Baïgori, qui là serait plus vraiment perdu dans la montagne. Ce qui est vraiment très beau vers Saint-Jean-de-Luz, vers ce qu'on a un peu vu, Biarritz, c'est qu'on arrive à des points où on peut voir à la fois et l'océan et la montagne. On a vraiment des vues spectaculaires par ici. Voilà, donc par exemple, ce petit village typique, ça va être des villages très, très anciens, en général, des villages médiévaux. La vallée des Aldudes, donc c'est toute une vallée qui a énormément de villages, qui est restée aussi très, très sauvage et très belle à visiter. Et voilà, quand on parlait de l'architecture spécifique, donc on retrouve encore cette architecture avec des maisons à colombage. Donc, comme on avait vu, ça n'a pas tant la spécificité de l'Est, cuando se ven ahí las maderas. No es tan especificado de una región, sinon on le trouve partout, está en todo lado. Et là, on a donc la villa d'Arnaga, une très très belle villa qui a de très grands jardins. Et donc, pour ceux qui aiment la littérature, ça a été la villa d'Edmond Rostand. Donc, Edmond Rostand, c'est un dramaturge, un auteur de théâtre qui a écrit Cyrano de Bergerac. Je ne sais pas si vous connaissez, mais non, il n'a pas vécu à Bergerac, il a vécu ici, un petit moment. Voilà. On ferme là, donc, je pense, pour le Pays Basque, et on va voir un peu le département au nord qui s'appelle donc les Landes. C'est un département bordé par l'Atlantique, encore une fois, très connu des surfeurs. C'est le deuxième plus grand département de France pour la superficie. C'est un très grand département. Et vous avez déjà peut-être vu des personnages comme ça, qui sont sur des échasses, non sais comment dire, en palos. Donc c'est parce qu'à l'origine, dans ce département, il y a surtout des marais, pantanos, et des bergers, pastor. Et donc les bergers, pour ne pas avoir les pieds toujours boueux, pour ne pas, para no pisar siempre en el barro, ils étaient toujours sur des échasses. De plus, comme ça, ils pouvaient parcourir une distance plus grande. C'est historique, c'est très vieux. Ce département contient aussi donc la plus grande forêt de France qui recouvre plus de 60% de la superficie. C'est énorme. Cependant, c'est une forêt donc artificielle qui a été mise là pour recouvrir ces marais. La hizo el humano ese bosque para un poco sacar todos esos pantanos. Voilà. Donc, ça je viens de le dire, pardon. Et voilà ces fameux marais, dont les marais d'Orx, qui vont être les plus connus, qui peuvent se visiter. Et bien sûr, en plus de son histoire, il y a beaucoup d'activités artistiques qui font la réputation des Landes, que je vous propose de regarder ensemble maintenant. Donc, sa plage, comme on le dit, il est bordé par l'océan. Les surfeurs l'adorent parce que les plages sont très grandes. C'est toujours la vision typique. Et en plus, il y a des dunes, dont la fameuse dune du Pilat. Donc, si vous vous souvenez, quand on avait vu un peu le bassin d'Arcachon, ce serait la continuité al nivel des Bordeaux, es la continuidad de ese tipo de paisajes. Voilà, avec de grandes dunes et de grandes étendues de sable. Et comme toujours, j'aime bien voir aussi un peu la faune et la flore. Et dans ce département, nous avons la réserve naturelle du courant du Cher. Donc une réserve, encore une fois, c'est pour préserver, pour faire attention aux animaux, aux plantes, pour ne pas que l'homme intervienne de manière néfaste.
Donc là, ils ont voulu conserver un site unique de 618 hectares entre un étang, c'est un lago, un estanque, et l'océan. Et on y trouve, bien sûr, énormément d'espèces protégées. Je vais vous en présenter quelques-unes ici. Donc, par exemple, beaucoup d'oiseaux, dont là, on voit la pipi rousseline. On trouve le vison d'Europe, donc, qui a été longtemps chassé pour sa peau, et con el cual muchos se hacían abrigos, malheureusement avant. Donc aujourd'hui, il est protégé. Ou encore, par exemple, la genette. Attention, ce n'est pas un chat. No es un gato para nada. Quand elle est agressive, elle fait beaucoup plus peur. Et c'est un peu plus grand. Mais on trouve ça dans les bois. Voilà. Acá les puse los animales más tiernos. Por la duda, on a aussi serpientes, reptiles, ranas, insectos y muchas flores. Voilà. Et donc, cette réserve, on peut la visiter en bateau, comme on avait vu pour les marais Poitevin. Il y a de nombreux bateliers donc, qui proposent de recouvrir. Ah, là, on voit un peu plus clairement. Donc, c'est vraiment un cordon qui va relier ici cet étang jusqu'à la mer. Mais arrivé à la côte, vous voyez, il ne se jette pas dans la mer. Ça continue le long de la dune. Donc, tout ça, ce serait la dune. Voilà. Et tout autour, on a cette végétation, cette réserve naturelle bien protégée et très, très belle. On peut vraiment faire une immersion, donc je disais, en pleine nature, car on a la possibilité de le visiter en bateau. Comme dans les marais Poitevin, qu'on avait vu en Poitou-Charentes, il y a des bateliers qui proposent donc, en barcos, de faire des tours et de découvrir un peu plus comme ça la spécificité de l'environnement de ce milieu-là. Bien sûr, vous avez compris, en France, on adore marcher, on adore les randonnées, donc on peut aussi faire des randonnées. On va trouver beaucoup de campings pour pouvoir faire des randonnées de plusieurs jours et s'arrêter pour une nuit. Ça reste très sauvage par ici. Voilà. Donc, dans le département maintenant, donc on voit 3 départements, Pyrénées-Atlantiques, les Landes, et là je vous présente un peu plus de choses du Lot-et-Garonne, le 3e. C'est pas très grave si vous perdez, todavía estamos en Aquitaine. On n'a pas changé. Un très très beau château qui est incroyablement préservé depuis le XIIIe siècle. Il a été rénové au XVe siècle, au XVIIIe siècle, mais en tout cas, il est très ancien et on a des preuves de son existence dès le XIIIe siècle. Donc c'est un château immense. Il a la réputation d'être impénétrable. Son constructeur lui avait mis 7 ponts-levis, lui avait mis énormément d'artillerie, l'avait vraiment bien préparé pour défendre au cas où il y ait une guerre, et il n'a jamais été assiégé. Nunca lo atacaron. Il était préparé pour défendre, mais il n'a jamais servi en soi. Mais bon, c'était un château immense aussi pour en mettre plein la vue, pour impressionner. Et donc aujourd'hui, on dit qu'il est tenté par une dame blanche, Marguerite de Fumel, qui a été sa dernière propriétaire juste avant la Révolution française. Donc, hanté sería cuando está un fantasma. Voilà. Todavía hay muchas historias y leyendas alrededor de ese castillo, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est très impressionnant et très, très bien conservé. Il a aussi des formes assez spécifiques, des choses architecturales, assez uniques. Il aurait d'ailleurs impressionné un certain Laurence d'Arabie quand il était encore étudiant. Voilà. On continue, donc je vais vous présenter maintenant la cité médiévale, une très très jolie cité qui s'appelle Penn d'Agenais, toujours dans la même région, dans le Lot-et-Garonne. Et cette cité a la particularité d'avoir aussi, donc ce n'est pas une basilique, attention, ça s'appelle Notre-Dame de Péragude et c'est un sanctuaire pour la Vierge Marie. Parce que c'est situé en haut d'une montagne. En dessous, il y a une grotte dans laquelle serait apparue la Vierge Marie.
plusieurs fois. Voilà. Hubo una aparición de la Virgen abajo, donc c'est devenu un lieu de pèlerinage, de pérégrination. D'ailleurs, c'est sur la route pour Saint-Jacques de Compostelle, Santiago de Compostelle, está en el camino. Voilà, donc si vous faites la route de Saint-Jacques de Compostelle, très belle, qui passe en France, vous allez passer par Notre-Dame de Périgueux. Et pour terminer, pour ceux qui connaissent un peu d'architecture, il a quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que ce sont deux styles mélangés. On a à la fois un néo-romano et un style byzantin. Voilà, ça a été inspiré par beaucoup de choses, dont le style byzantin, donc de l'actuelle Turquie. Voilà, là on voit clairement qu'il est situé assez haut. Recién hicieron de nuevo el techo y pusieron aluminio, por eso se ve tan brillante. Et voilà, il est haut, bien situé, et on reste dans une région donc très montagneuse. Et pour continuer ce tour, donc, je vous proposerai aussi de visiter le jardin de la tour Marlillac. Donc, c'est un passionné de jardinage aquatique. Ese es de 1875, donc 1875. Il a commencé à faire cela pour pouvoir faire des hybridations par rapport a des plantes qu'il ramenait de Thaïlande. Antes no había jardinaje acuático en Francia, sino solo en Asia. Et gracias al comercio que vino acá, et c'est le premier donc à faire une pépinière aquatique, un vivero aquático en France, le premier. Et je vous laisse deviner à qui il a vendu ses plants pour faire sa maison en Normandie. Un célèbre peintre, c'est donc bien sûr Monet, le peintre qui a peint énormément de nénuphars. Donc, il avait comme client Monet, à qui il a pu vendre ça pour qu'il installe dans sa maison à Giverny et qu'il puisse peindre par la suite ces magnifiques nymphéas. Voilà. Enfin, on ne peut pas passer dans une région sans voir un peu les spécialités culinaires. Donc, vous avez vu celle du Pays Basque, un petit peu. Il y a beaucoup de fromage, il y a beaucoup de jambon. Oui, c'est similaire donc à l'Espagne. C'est pour ça que je ne vais pas trop revenir dessus, bon, sauf pour vous dire le gâteau basque. Évidemment, on le retrouve dans toute la France. Il est très réputé, très bon, très simple. Hein. Des œufs, un gâteau basique, une boudine de vanille, est très bon. Je crois d'ailleurs qu'ici, il y a beaucoup... Il est arrivé en muchas panaderías, llegó en Argentina, ese postre, parece. Voilà. On a aussi donc les pruneaux d'Agen. Donc, les pruneaux, ce sont des prunes cuites. Serían ciruelas. Ciruelas que son, la cosechan y enseguida la cocinan durante 18 heures. On la cuisine pendant 18 heures à 75 degrés. Así se seca y como ya es una variedad que es muy dulce, no hay que agregar nada, ni agua ni azúcar. Le pruneau d'Agen, donc c'est une appellation géographique contrôlée. Et c'est très réputé. Dicen que son los mejores de Francia los que están en esa ciudad en Agen. On retrouve alors l'Armagnac, un alcool de vin, un aguardiente de vino, parecida al cognac. Et dans le processus, il y a d'autres petites choses qui changent, mais sinon c'est quand même très similaire al cognac. Mais dans cette région, on dira donc l'Armagnac. Et enfin, une tourtière. Donc, on a aussi cette espèce de tarte es dulce. À l'intérieur, ils peuvent mettre des pommes, des pruneaux, par exemple, ou ce qu'ils ont envie. Et sa spécialité sería, lo que la se especifica es su masa, la pâte. La pâte est étirée, la pâte est très fine, très travaillée à la main, pour à la fin faire quelque chose de très, très croustillant. Es muy crujiente. Voilà. Spécifique donc de la région qu'on a vue à la fin, les Landes et le Lot-et-Garonne. Et bien sûr, il y a des vins. Ya vimos la semana pasada vino, así que no volví en eso, mais si, il y a bien sûr des vins dans les Landes, il y a des vins dans les Pyrénées. Presque dans toutes les régions françaises, on va trouver un vin type de la région et un fromage, évidemment.
Et voilà, je pense que je vous ai assez présenté cette très grande région qui est la Nouvelle-Aquitaine. Et je vous propose donc pour terminer, pour vous rafraîchir la mémoire, para refrescar un poco la memoria, de voir une vidéo qui va reprendre, résumer tout ce qu'on a vu donc depuis le début. Ver una video sobre la Nouvelle-Aquitaine, esa región la más grande con todo incluido. Video un poco como un resumen. Merci, voilà. Bueno, como pudieron ver, en general en el sur, en Bordeaux hacen fútbol, el deporte de moda en el sur, cerca del Pirineo, es el rugby, mucho más. Voilà, et on termine ici. Donc, si vous avez une question, je peux y répondre. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Et vous connaissez donc maintenant la Nouvelle-Aquitaine. Vous la connaissez peut-être mieux que les Français, qui sait. Et donc, la semaine prochaine, on continuera avec la région suivante qui sera donc l'Occitanie, avec Toulouse, Perpignan et toute cette autre partie qui donne sur la Méditerranée et les Pyrénées. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Et... Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci.